Bonjour et bienvenue, je suis Walid Amara et j'ai l'énorme plaisir de recevoir avec moi le docteur Romain Belestro qui est à Bordeaux. Bonjour Romain et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Walid, avec plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler des clés du contrôle tensionnel en 2025. Alors, dans cette courte interview, on voudrait traiter de comment s'améliorer, parce qu'effectivement, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'on est surpris qu'on soit si mauvais. Comment ça se fait qu'on a plus de 150 médicaments antihypertenseurs et malgré ça, on soit aussi mauvais dans le contrôle tensionnel? Ah oui, merci Walid, c'est une excellente question. On en a même 180 des molécules antihypertensives. Et pourtant, si on prend uniquement les patients hypertendus connus et traités, ce qui déjà est un sous-groupe, on n'a que 50% de contrôle tensionnel alors qu'on pourrait s'attendre à être quasiment à 100%. Et en fait, il y a deux problèmes principaux. Un, les patients ont du mal à prendre leur traitement. C'est les difficultés d'adhésion médicamenteuse. Et deuxièmement, il a été montré que, comme dans d'autres pathologies cardiaques, il y a de l'inertie thérapeutique et les médecins ont du mal à titrer, eux, le traitement pour atteindre des tri- ou quadrithérapies. Alors, quel est le chiffre retenu aujourd'hui du mauvais contrôle tensionnel? En tout, c'est effrayant, hein, c'est 25% des patients hypertendus seulement sont contrôlés. On sait que la moitié des hypertendus ne sont pas connus, donc il y a un gros travail des pouvoirs publics sur le dépistage de l'hypertension artérielle. Et dans ceux qui sont connus, seulement les trois quarts sont traités, il y en a un quart qui sont encore surveillés. Et puis parmi les gens traités, seulement la moitié sont contrôlés. Donc on arrive à 25%, ce qui est difficile, alors que, j'en suis convaincu, on a aujourd'hui tous les outils nécessaires pour y arriver. Alors, si on suit les recommandations de la Société européenne de cardiologie ou même de l'European Society of Hypertension, on devrait commencer par une bithérapie chez la plupart de nos patients. Est-ce que c'est ça ce qu'on devrait faire? Oui, oui, complètement. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'une classe thérapeutique à pleine dose, ça baisse la pression artérielle en moyenne de 10 millimètres de mercure sur une automesure ou sur une MAPA. Et donc, soit le patient est très proche de la cible parce qu'il a une hypertension artérielle très légère, ou alors il est fragile et on veut faire attention et y aller doucement. Et dans ces rares cas-là, on peut commencer encore par une monothérapie. Les patients âgés, hypotension orthostatique, espérance de vie courte. Mais sinon, on devrait commencer systématiquement par une bithérapie, par exemple à mi-dose, parce qu'on sait que la plupart des gens auront besoin de 2 à 3 médicaments et on sait justement que l'inertie thérapeutique est un problème. Donc en commençant à une bithérapie à mi-dose, on est d'emblée très efficace. On a peu d'effets secondaires parce qu'on est sur des mi-doses et on va pouvoir ensuite facilement passer à pleine dose et passer à la trithérapie pour les patients qui en auront besoin. Et vous voyez comme ça qu'en 3 mois, si on voit le patient tous les mois, on a un contrôle tensionnel obtenu pour plus de 90% des patients en appliquant cet algorithme. Alors, l'idée, c'est donc demi-dose, puis dose pleine, puis trithérapie, c'est ça? Alors, c'est ce que nous, on fait à Bordeaux. Une autre stratégie, c'est demi-dose de la bithérapie, demi-dose de la trithérapie, le plus possible en un seul comprimé, et pleine dose de la trithérapie. Ça, c'est à l'appréciation de chacun. L'idée, c'est qu'en 3 mois, on ait la trithérapie optimale. Est-ce qu'il y a un réel impact du nombre de comprimés sur l'observance? Ah, ça, c'est une excellente question. C'est quelque chose dont on a toujours été convaincu, mais on avait assez peu de preuves de ça. Et en fait, maintenant, les preuves s'accumulent. D'abord avec des études sur des bases de données de santé. Les Allemands ont fait ça très bien en 2023. Avec un score de propension, ils ont pris 60 000 patients, la moitié ayant des traitements combinés et l'autre moitié ayant les mêmes traitements, mais séparés. Et les résultats sont édifiants. Il y a une meilleure observance thérapeutique, un meilleur contrôle tensionnel, moins d'événements, moins de mortalité totale. Alors, ce n'est pas de l'essai randomisé, parce qu'on ne pourrait pas faire ça sur un essai randomisé, mais c'est du score de propension, enfin, c'est quand même assez robuste. Et les résultats sont édifiants. Et maintenant, il y a des essais randomisés qui sont arrivés. Quartet, je me souviens que tu en avais parlé, GMRX2 l'an dernier, et on voit bien que ces thérapies combinées versus des monothérapies ou versus des bithérapies font mieux en termes d'efficacité avec moins d'effets indésirables. Donc la réponse, je crois, quand on regarde toute la littérature, elle est oui. Il faut maintenant utiliser des thérapies combinées. Et d'ailleurs, moi, toi peut-être, d'autres aussi, on préférerait prendre un seul comprimé que 2, 3, 4 comprimés par jour si on en avait besoin. Ah, moi, personnellement, je te confirme, bien entendu. Et donc si on a une triple association fixe, et ça, c'est la nouveauté, je pense, en France, c'est on va avoir une triple association fixe. Donc, ça veut dire qu'on pourra la proposer plus facilement à nos patients. Oui, tout à fait. Ben, on l'a attendu et espéré pendant longtemps, puisque dans les recommandations européennes et autres, la trithérapie en un comprimé est présente depuis au moins 2018. Donc ça fait 7 ans. Et on ne l'avait pas, pour plein de raisons, qui sont de mauvaises raisons.
Donc maintenant, on va la voir et je crois qu'il faudra effectivement absolument s'en servir quand on en a besoin, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, avec une stratégie très simple de bithérapie en un comprimé, trithérapie en un comprimé, et puis si ça ne suffit pas, aujourd'hui, on est obligé de faire quadrithérapie en 2 comprimés, mais j'espère que dans le futur, on fera quadrithérapie en un seul comprimé. C'est vrai que je suis d'accord avec toi que le patient, quand on le voit qu'il a des chiffres tensionnels encore élevés, on lui trouve toujours une mauvaise raison. Il n'était pas au repos, il était stressé, il a attendu, donc il était... Et finalement, on a tendance à avoir cette latence qu'on ne change pas les doses, qu'on ne change pas le médicament, qu'on ne rajoute pas un autre et qu'on hésite à chaque fois. Alors ça, je crois que... Est-ce que finalement, oui, est-ce que finalement cette cible qui a été abaissée dans les recommandations ESC nous simplifie les choix finalement? On se dit finalement, il faut y aller. Oui, complètement. Alors, je réponds aux 2 éléments de ta remarque. Un truc qui est extrêmement utile pour la situation que tu décris, c'est que le patient arrive avec son tableau d'automesure. Aujourd'hui, vraiment, il faut quasiment arrêter de prendre la pression en consultation, sauf si on veut dépister de l'hypotension orthostatique ou si on veut faire du dépistage ou si on n'a pas le choix. Mais maintenant, on a des outils quand même d'automesure assez faciles à faire. On a des outils numériques, le patient peut le faire sur une application. On a toutes les raisons d'avoir un tableau d'automesure et ça élimine toute la partie de latence et d'inertie thérapeutique qui est liée à la mesure et que tu as parfaitement décrite. Et la deuxième partie de ta question, c'était La deuxième question, c'est les cibles tensionnelles de l'ESC qui sont plus basses maintenant. Bien sûr. Alors ça, c'est un des effets majeurs d'avoir abaissé les cibles, c'est que du coup, ça nous, comme tu le dis très bien, ça élimine toutes les questions. Il faut y aller franco, il faut monter les doses, parce que sinon, pour atteindre 120 mm de mercure de systolique de cible, on n'y arrivera pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup Romain d'avoir partagé avec nous tes connaissances. Merci à tous d'avoir suivi et à très très bientôt. Merci Walid.